adopté plusieurs résolutions sur le sang et la sécurité transférée au fil des temps, réaffirmant son engagement pour le don de sang universel produit. Parmi ces résolutions, vous voyez l'importance que donne la, la, l'Organisation mondiale de la santé au sang. Elle a élaboré une résolution, c'est la WHA 2872 en 1975, sur, pardon, sur, ça c'est la 163, sur l'utilisation et l'obtention du sang humain et de ses dérivés. C'est une résolution fondatrice qui a invité les États membres à promouvoir le don de sang volontaire de sang et à décourager le don de sang. À promouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas intransigeant ou tranchant. À promouvoir, parce qu'on n'a pas le choix. Si vous interdisez le sang, le don de sang plasma rémunéré, est-ce qu'on est en mesure d'apporter d'une manière suffisante sur le plan qualitatif, quantitatif, le sang? Donc, c'est par rapport à cette situation que l'OMS ne peut pas exiger des choses comme elle le fait pour les organes. Mais elle encourage. Et elle a évolué dans le temps avec d'autres résolutions, telles que la WHA 5813 et la WHA 6312. Ces résolutions ont réaffirmé et renforcé le principe du don de sang volontaire et non rémunéré, comme la source la plus sûre de sang, fixant notamment un objectif pour que tous les pays parviennent. La résolution WH 6312 est l'une du plus citée. L'objectif, je vais prendre un petit peu de votre temps, c'est important. La résolution, elle part sur la disponibilité, l'innocuité et la qualité des produits sanguins. C'est une résolution clé qui insiste sur la nécessité pour les États membres mettre en place des services nationaux de transfusion. C'est par rapport à ça que je vous ai parlé de Zhang, auquel le mérite revient. Il a créé un centre local dans sa ville, mais il a pensé à créer le Centre national de transfusion sanguine. On revient à la recommandation importante de l'OMS. Mettre en place des services nationaux pour avoir une traçabilité, une bonne gestion, une rationalisation, une centralisation, pas administrative, mais de gestion du sang. Renforcer la réglementation pour garantir la qualité et l'innocuité du sang et des produits sanguins. Sans une bonne réglementation, on ne peut pas évoluer en matière de sécurité et d'hémovigilance. Assurer le dépistage systématique des infections transmissibles par transfusion HIV, vous le connaissez tous, hépatite C, hépatite B, syphilis, pour toutes les unités de sang. Promouvoir l'utilisation appropriée du sang et des produits sanguins afin d'optimiser les pratiques transfusionnaires. Il va falloir former nos médecins pour l'utilisation rationnelle du sang. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas que ce soit une prescription automatique, systématique devant toute anémie. Il va falloir aller dans le sens de la formation de notre personnel utilisateur du sang, particulièrement les services consommateurs, la chirurgie, la gynéco, les transplantations. Mettre en place des systèmes d'hémovigilance et de pharmacovigilance efficaces. En résumé, les résolutions sur le don de sang sont un ensemble d'instruments qui partent sur la disponibilité, l'innocuité et la qualité du produit sanguin, est une résolution clé qui insiste sur la nécessité pour les États membres. Mettre en place des services nationaux. Nous, c'est l'Agence nationale du sang. C'est un service national. Dans le temps, donc après, je vais vous parler de l'historique, l'histoire du don de sang en Algérie. Sans un système national efficace, vous ne pouvez pas gérer le sang. Et ce système doit être renforcé par une réglementation très, très adaptée au pays dans lequel vous vivez. Renforcer la réglementation pour garantir la qualité et l'innocuité de sang produit, pour qu'il soit bien contrôlé. Collecter le sang exclusivement auprès des donneurs volontaires non rémunérés sélectionnés dans des groupes de population de faible risque. Vous voyez, l'OMS, maintenant, elle a changé un petit peu de temps. Elle parlait dans sa première résolution d'encourager. Mais maintenant, assurer, elle parle collecter le sang exclusivement auprès de donneurs volontaires non rémunérés sélectionnés dans des groupes de population à faible risque.
affaiblissent, c'est le don de sang volontaire et non rémunéré. Les donneurs rémunérés, c'est des gens à risque. C'est celui qui vient vendre son plasma, celui qui vient vendre son sang. Et en contrepartie, on lui donne de l'argent. C'est des personnes, vous connaissez, c'est des gens qui se donnent à des pratiques qui sont incompatibles avec la qualité du sang. Promouvoir l'utilisation appropriée du sang, ça j'en ai parlé. Mettre en place des systèmes j'en ai parlé. Donc l'OMS, il y a une gestion intelligente. كما احنا في الاسلام الخمر كيفاش بروغريسيفمون كيفاش المراه واش تاني بوب هذا المره ما حرملكش لو دون دو سان rémunéré. Il n'a pas interdit le don, mais il a parlé d'encouragement, chose qui est complètement différente en matière de don d'organes. Si vous allez voir les résolutions du don d'organes, elles sont plus sévères que par rapport au don de sang. Après, progressivement, dans cette dernière résolution, qui est la 63-12, là, il est en train de progresser le don volontaire et non rémunéré comme seule source fiable, le renforcement des systèmes nationaux de transfusion sanguine, le contrôle de la qualité et de la sécurité du sang donneur de recevoir. Vous voyez, c'est juste pour vous dire les relations que la dernière fois, il y avait un petit souci qui a été posé par, on fait partie d'un groupe, c'est l'International Coalition d'utilisation des protéines spécifiques, فيها l'ISBT, فيها l'OMS, فيها plusieurs partenaires et فيها la FIOT. La dernière fois, moi, on m'avait demandé en tant que Fédération internationale des organisations de donneurs de sang, j'avais écrit au DG de l'OMS et par rapport aux nouvelles dispositions, pour vous dire qu'en matière, il y a une nouvelle réorganisation des services de l'OMS en matière de sang par rapport à cette restriction financière. Donc, il y avait une visibilité du sang, donc parmi les produits biologiques, et il y avait un bureau qui était réservé à la transfusion sanguine. Maintenant, le sang, il est intégré dans un système, service qu'on appelle les produits biologiques. Et là, on a revendiqué, et j'avais écrit une lettre, moi personnellement, en tant que Fédération internationale, au DG de l'OMS, et j'ai lu la réponse. La réponse, elle est en anglais. Je peux vous lire un petit peu, c'est-à-dire qui m'a réconforté, et j'ai reçu la réponse de la part de M. le sous-directeur général des systèmes de santé, de l'accès de l'information, c'est le docteur Yokiko Nakatani. C'est lui qui a pris en considération nos préoccupations, beaucoup plus nous en tant que donneurs de sang volontaires et non rémunérés de la FLOTS. Et là, il a essayé de me tranquilliser. Donc, merci pour votre lettre réfléchie et pour votre... C'est une lettre qui a été adressée au Dr Seyed Abdelmalek, Fédération internationale des organisations. Merci pour votre lettre réfléchie et pour votre engagement. Continuez à faire progresser le domaine de la sécurité et de la disponibilité du sang. L'OMS procède actuellement à des ajustements structurels. C'est important, c'est juste pour, je vais vous lire la lettre, c'est pour vous mettre au parfum de ce qui se passe à l'échelle internationale. L'OMS procède actuellement à des ajustements structurels en réponse aux contraintes financières. Vous voyez, ces changements s'inscrivent dans un effort plus large visant à garantir la pérennité et l'efficacité de l'organisation dans l'accomplissement de son mandat. Bien que la nouvelle structure soit allégée, je tiens à vous assurer que le domaine du sang demeure une priorité stratégique pour l'OMS. Donc vous voyez que notre inquiétude, elle est fondée. Il m'a demandé de ne pas nous inquiéter par rapport à ça. Nous apprécions profondément les importantes contributions de la Fédération internationale des organisations de notre sang FIOTS, ainsi que votre leadership et votre expertise dans ce domaine. Votre travail sur la sécurité et la disponibilité du sang est grandement apprécié. L'OMS respecte énormément la flotte. Il explique aussi, dans le cadre de la restructuration, la fusion des deux équipes travaille sur les produits biologiques, améliorer l'harmonisation et l'efficacité. Cela signifie que tous les produits biologiques, y compris le sang, seront désormais regroupés au sein d'une seule unité. Il ne s'agit pas d'un changement majeur, car le comité d'experts sur la normalisation biologique suit déjà les recommandations de l'OMS sur le sang et les produits. Et on avait aussi demandé de laisser un autre responsable, et voyez l'évolution des choses. Et ce qui nous attend, l'OMS, par rapport aux restrictions des éthiques,
le sang, on a peur que le sang sera moins visible. Et c'était notre lettre de contestation. Ça, c'est la réponse de l'OMS. Mais on n'est pas tellement tranquille. Hein. On va se réunir en coalition pour voir comment répondre à la lettre du sous-directeur général de l'OMS. Là, après, pourquoi j'ai parlé de la fédération? J'ai donné un contexte international et, je vais vous parler aussi de préoccupations à l'échelle internationale. Cette disparité. Euh, Pourquoi on s'inquiète en matière de dons de sang? L'Organisation mondiale de la santé nous alerte sur 118,5 millions de dons collectés dans le monde. 40% sont dans les pays à haut revenu, qui ne représentent que 16% de la population mondiale. Vous voyez cette disparité, cette contradiction. Sur les 118 millions, 40% sont donnés par les pays à haut revenu. Et ce qui reste, c'est-à-dire les 60% par le reste du monde. Aussi, on a notre disparité. 79 pays s'approvisionnent de plus de 90% des donneurs de sang bénévoles. Il est alarmant de constater 54 pays dépendent encore de plus de 50% de dons de sang familiaux et rémunérés. Aussi, une autre disparité. En Afrique, par exemple, nous avons moins de 5 donneurs pour 1000. Nous avons 5 millions d'enfants qui meurent par an, plus de 300 millions parturientes africaines qui meurent, qui décèdent suite à des complications postpartum. Et nous avons 5 millions d'enfants qui meurent à défaut de transfusion parce qu'il n'y a pas de sang. Vous avez 5 donneurs pour 1000. Il y a des pays qui sont exempts, ils n'ont pas de sang. Tel que j'ai été interpellé par notre fédération Congo. Ils sont 1,8 donneurs pour 1000. Ils n'ont pas de sang. Les médecins sont confrontés à des problèmes de vie ou de mort. Il a un malade devant lui qui n'arrive pas à sauver parce qu'il n'a pas de sang. Parce qu'en Afrique, on a moins de 5 donneurs pour 1000. Alors que dans les pays européens, nous avons une moyenne de 31,5 donneurs pour 1000. Vous voyez cette différence. Quand vous allez en Europe, nous avons sur 100 personnes 31,32. On ne peut pas donneurs. Alors quand on descend en Afrique, qui me préoccupe en tant qu'Africain, nous avons moins de 5 donneurs pour 1000. Et j'ai essayé de faire quelque chose en direction de l'Afrique, mais nous, Africains, on est lourds à la détente et on ne vient pas facilement. On a fait des démarches. Actuellement, la coalition internationale, on est dans un club qui travaille pour donner l'autonomie à l'Afrique, pour le fractionnement et de ne pas dépendre des autres pays. On a fait un projet au Sénégal, en Éthiopie, pour les premières étapes de fractionnement. Et j'avais invité aussi des sociétés à participer, à concrétiser ces projets. Malheureusement, on est très très lent à répondre. Quand vous envoyez une correspondance et vous attendez 2 à 3 mois pour avoir une réponse. Donc le problème, il est en nous en tant qu'Africains. On gère mal notre situation du sang. C'est par rapport à ça qu'on voit mourir nos enfants devant nous. Et là, je parle en tant qu'Africain, pas en tant qu'Algérien, parce que ce n'est pas le cas chez nous. Heureusement que chez nous, on dépasse les 14 pour 1000. On dépasse 14 pour 1000 donneurs. Et les recommandations de l'OMS sont de 10 pour 1000. C'est une très bonne chose pour l'Algérie. Mais je ne vais pas être complaisant pour dire que tout ce qui se passe en Algérie, il est bon. Sur le plan quantité, nous répondons. Il n'y a pas un Algérien qui meurt à défendre ça, tel que certains pays africains. Mais il y a des choses qu'on va dire par rapport à la gestion du sang en Algérie. Donc, ces disparités-là qui préoccupent l'OMS, et l'OMS a besoin de travailler dans ce sens-là, et j'ai fait partie aussi d'un groupe de travail pour l'élaboration d'une politique, des recommandations d'une politique de sang de 2026-2030. Mais par rapport à cette restriction financière, on a eu peur par rapport à la concrétisation de ce projet. Là, revenons-nous à notre cher pays, l'Algérie. Donc, comment ça a commencé l'histoire du don de sang en Algérie?
Ah, je m'excuse. L'histoire du don de sang en Algérie revient en 1946, création du centre de transfusion de l'armée, du temps du colonialisme, et c'est cité par le législateur algérien en matière d'activité transfusionnelle. Aussi, il y avait, sans oublier qu'il y avait une usine de fractionnement du plasma à Boucherie. Vous voyez, en 1950, on avait un fractionneur, on avait lyophiliseur. Et je pense qu'il se trouve actuellement toujours à Boucherie. Euh, il y avait l'axe Alger, Dakar et Yaoundé. Beaucoup d'hémobiologistes, d'hématologistes ont été formés à l'hôpital Mustapha. L'hôpital Mustapha était une référence internationale sous euh, le patronage du professeur Benamou. Il y avait des gens qui venaient se former en Algérie. Vous voyez, et le CTS du Mustapha faisait fonction d'un centre continental. Après, chez nous, il faisait fonction d'un centre national. Vous voyez l'importance de, du CTS de Mustapha, qui a vu le passage d'éminents professeurs, tels que Ben Abadi, les Guises, toutes ces personnalités scientifiques, Rabbi Rahmoum, qui ont contribué, qui ont assuré la continuité. Et là, nous avons aussi d'autres équipes qui travaillent d'une manière très positive pour l'amélioration des conditions de sang. Donc, dans un premier temps, comment était géré le sang en Algérie? Il y avait une ordonnance 68-133 portant organisation de la transfusion sanguine en Algérie. Organisation aussi. 1976, on donne une place importante aux donneurs de sang algériens. C'est la création de la Fédération algérienne des donneurs de sang que je préside actuellement. Donc, vous voyez, juste après l'indépendance et juste après l'ordonnance 68, on a attendu quand même quelques années, mais l'Algérie, elle a vu l'importance du donneur de sang. Donc, il me reste 20 minutes. Hein. OK. L'importance du donneur de sang, et ça a été la création de la Fédération algérienne des donneurs de sang le 25 octobre, et on vient de fêter la journée nationale des donneurs de sang. En 88, 1980, création du Comité national médical de transfusion sanguine, organe consultatif. C'était un organe consultatif. Vous voyez. Après, on a compris qu'il va falloir centraliser, avoir une entité importante et beaucoup plus importante, et on est passé à la création de l'Agence nationale du sang. C'est le décret exécutif numéro 95-108 du 9 avril 1995. 2006, instauration de la première journée nationale des donneurs de sang, hein, qui est célébrée le 25 octobre de chaque année. Et ça correspond à la date de la création de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Vous voyez, donc le 25 octobre, qui est la journée nationale, ça correspond à la création de la Fédération algérienne des donneurs de sang. بهذه المناسبة نترحم على الرؤساء اللي سبقوني هنا وعملوا يعني سي دي هوسبيتاليي تلك مسيو سعد ربي يرحمه monsieur Ouhada, c'était des hospitaliers comme vous. Et ce sont eux qui ont lancé la Fédération algérienne de donneurs de sang. Alhamdoulilah, ils nous ont aidés et là, on se retrouve à l'échelle internationale. Donc, vous voyez, et en 2009, il y avait le nouveau statut de l'ANS, le décret exécutif 09-258 du 11-8-9 relatif à l'Agence nationale. Nouveau schéma organisation de l'Agence sanguine. Donc, ça, c'est l'Agence nationale. Quelle est l'Agence nationale du sang assure tous les besoins nationaux. Alors, je vais vous donner les missions de l'Agence nationale. L'Agence nationale du sang assure tous les besoins. Avant ça, c'est-à-dire que, là, vous m'excusez, je vais déplacer pour pouvoir lire. L'Agence nationale du sang est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de la Santé, situé à Alger, et de l'autonomie financière. Est-ce que l'agence a cette autonomie?
Après, l'Agence nationale du sang assure tous les besoins nationaux en sang, ainsi que le contrôle des dérivés sanguins stables. Elle œuvre à développer les activités de la transfusion sanguine afin d'assurer l'approvisionnement en sang et de ces produits pour répondre aux besoins de tous les patients en tant qu'opérateur exclusif. C'est important. Nous, en tant que fédération, on a toujours plaidé pour la création de l'Agence nationale. L'agence, c'est l'État. L'Agence nationale du sang, c'est l'État. Et le contrôle du sang doit être fait par l'État. Et l'agence, il ne faut pas qu'on risque de jouer avec des choses qui vont à l'encontre de cette entité administrative qui est l'agence. L'agence, en tant qu'opérateur exclusif en matière de sang, elle exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national. L'agence est dirigée par ça, c'est l'organigramme. Mais dans ce décret-là, est-ce que réellement l'agence, elle a cette autonomie, elle a ce pouvoir-là, elle a ce pouvoir de gérer le sang en Algérie tel qu'il est prévu par le décret. Je vous le dis franchement, je suis membre du conseil de l'administration, et le décret, on est parti, on est bloqué, il n'y a pas d'exécution du décret 2009. Et ce qui freine l'autonomie de l'agence et ce qui freine l'activité transfusionnelle. On se retrouve, maintenant, il y a un arrêté qui relie l'activité, qui rattache l'activité transfusionnelle aux hôpitaux. Et là, moi, en tant que médecin, en tant que représentant des donneurs de sang, on ne comprend plus qui gère le sang en Algérie, les DSP, les EPH, les EPSP ou l'Agence nationale du sang. Donc, vous voyez, en matière de réglementation, en matière d'attribution des prérogatives, en matière de soutien financier, l'Algérie, elle a mis le paquet. Mais un problème qui se pose, c'est un problème d'exécution du décret 2009 et qui est là en train de freiner l'évolution de l'activité transfusionnelle. Je vous le dis en toute vérité. L'État, il met beaucoup de moyens, mais nous avons un problème de gestion. Une simple interprétation de bilan annuel 2024. C'est pour cela que moi, on soutient l'agence. Parce que ce qui se passe actuellement, on le rattache directement à l'agence. Mais l'agence, elle a les mains liées, elle n'a pas le pouvoir sur toutes les structures transfusionnelles en Algérie. C'est le PS, le directeur, c'est lui qui paye le médecin, il paye les employés, il achète le réactif. Et c'est pas l'agence qui va lui gérer son centre. Donc vous voyez cette confusion qui nous a mis dans cette situation plus ou moins vague. Alors, le bilan annuel, 261 structures de transfusion sanguine. Moi, quand je vois ce chiffre-là, il y a des gens qui disent, c'est bon, on couvre l'échelle nationale, mais je vous dis qu'il va falloir centraliser, avoir 261 structures avec leurs médecins, leur personnel, les produits, l'appareil et tout ça. On a un petit peu dispatché nos moyens, on a déconcentré nos moyens, et on a créé une certaine anarchie. Et chaque centre, il travaille selon ses propres recommandations. Et on s'est retrouvé avec 261 agences en Algérie. Il n'y a pas de centralisation, ce qui est recommandé par l'OMS. Et c'est une chose très, très importante. Donc, tout ça, en Allemagne, la dernière fois, j'ai discuté, ils ont 4 plateformes. Ils ont dans le décret exécutif, dans l'organigramme, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle a fait l'Algérie. Mais en matière d'exécution, on ne le fait pas. Dans l'organigramme, il y a l'Agence nationale du sang, il y a les agences régionales, les centres de wilaya, les CTS et les PTS. En Allemagne, ils ont 4 centres de qualification de sang pour 3 millions. Ils font des collectes, il y a des centres de collecte, il y a un circuit, il y a aussi qui est très huilé, et bien, avec le transport et tout. Donc, il y a les centres de collecte, ils envoient dans des plateformes de qualification pour valider le sang, après pour le redistribuer au centre de collecte. Et là, c'est un rationnement en matière d'utilisation des moyens. Il n'y a pas de gaspillage, ni des moyens humains, ni des moyens matériels. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers la première
recommandation de l'OMS, c'est la centralisation. Nous, chaque centre, il travaille comme il veut. 721 000, donc 716 poches de sang collectées. Alhamdoulilah, l'Algérie, comme je vous l'ai dit, il y a 721 000, donc de l'ordre de 14 pour 1000. 14 pour 1000. C'est une très très bonne chose, mais comme on l'a, ce qui est malheureux, donc il y a une évolution de 6,72 par rapport à l'année 2023, mais le problème, c'est que 70% des collectes effectuées sur site fixe et 30% en collecte mobile. C'est-à-dire on oblige le donneur d'aller à l'hôpital, alors que lui, il n'est pas malade. Je suis un donneur, je ne suis pas obligé. Et là, on a vécu la mauvaise expérience lors du Covid. On a eu une chute importante des réserves des banques de sang parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer au niveau des hôpitaux où il y avait le Covid. Et l'organigramme de l'OMS, normalement, les structures d'activité sont hors structures sanitaires, hors hôpitaux. Aussi, 56,44 de donneurs bénévoles et 43 de donneurs de compensation. Moi, je dirais que c'est, mon expérience personnelle, c'est un peu plus. C'est-à-dire que les objectifs de l'OMS, c'est d'aller vers un don de sang volontaire à 100%. C'était 2015, à la tête 2018, 2021. Nous, par rapport aux recommandations de l'OMS, on est très loin. Hein. Nous avons que 56,4% de donneurs bénévoles. C'est-à-dire, c'est pas un don de compensation. Il est parti avec son propre gré. Donc, il nous laisse beaucoup à travailler en matière de sensibilisation et de promotion de sang pour aller vers 100% de dons de sang volontaire. Là, la plupart des dons de sang qui se font en Algérie actuellement, c'est des dons de sang familiaux. On est en train d'exiger de ramener des donneurs pour agir en matière d'activité chirurgicale par rapport aux malades qui se trouvent aux hôpitaux. On demande aux malades. Les structures sanitaires, ils sont confrontés à des situations et ils n'ont pas le moyen, ils ont utilisé ça. Non, mais nous avons besoin de travailler plus pour ne plus demander aux familles de malades de ramener les dons de sang. Une chose qui n'est pas aussi bonne, 80% des donneurs sont des hommes, et 11,2%. Parce que la femme, il faut encourager, il faut aller vers la femme. Nous, on organise des collectes de sang en plein centre-ville, ou la marché, ou la Fujama, et la femme là, c'est pas un milieu qui est fréquentable par la femme. On ne va pas à la femme. Le meilleur donneur, c'est la femme. C'est la femme qui a commencé à donner au fœtus. Elle lui donne, elle partage avec lui du plasma raffiné avec apport de nutriments. Et elle ne le fait pas pendant 10 minutes. Elle le fait pendant 9 mois. Et on dit que la femme ne donne pas plus. Le plus grand altruiste du monde, c'est la femme. Et ça, je l'ai évoqué parce que lors d'un congrès, on avait parlé, la femme ne donne pas. Je dis que la femme, si elle est le plus grand donneur au monde, c'est la femme. Elle donne pendant 9 mois. Et elle continue à donner le lait. C'est un don de vie ou non? Donc, je respecte énormément ce grand donneur qui est la femme. Et on n'a pas le droit de dire 80% de donneurs sont des hommes. Parce qu'on ne donne pas la chance à la femme d'être un bon donneur. Il me semble qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, peut-être 10 minutes. Et là, je vais vous évoquer le rôle du donneur de sang, la pièce angulaire. Si vous allez développer votre système de santé sans prendre en considération le donneur de sang, l'activité transfusionnelle va être au stade primitif et rudimentaire. Si vous avez des appareils d'affaires, si vous avez des clinomobiles, si vous avez toutes ces structures dotées d'un système informatisé, centralisé, avec un serveur et vous n'avez pas de donneur, d'où est-ce qu'on va ramener le sang? Donc, le donneur de sang, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire le donneur de sang, il faut l'organiser, il faut le canaliser, il faut lui montrer l'intérêt de ce qu'il fait. Et ce qui a été fait en Algérie en 1976, que le ministère de la Santé, qui a été invité à une des sessions de l'OMS et une des sessions de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang, il me semble que c'était en 1975. Et notre ministre de la Santé, de retour en Algérie, il a demandé à nos hospitaliers de créer cette fameuse fédération, qui a son siège à Mohamed El Khamis, et parmi ces gens-là, Rabbi Rahmou, M. Saadou, qui était un hospitalier,
aussi M. Hadda qui était un hospitalier, la plupart ils étaient des hospitaliers, et Zitna Fildigna, c'est le ministère de la Santé qui a créé la fédération des donneurs de sang. Et là, vous avez le logo de la Fédération algérienne des donneurs de sang qui a été primé à Madrid en 1986. Vous voyez, c'est le M. Victoire, le V, les deux bras font le V, et le bus et tout, ils font M. Victoire aux malades. Et on a été primé en tant que fédération algérienne, on a eu un prix par rapport à ça. Et là, ça, c'est le timbre que l'Algérie Post commercialise dans le temps. Ça, c'est les différents présidents qui m'ont précédé, avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Et quand on a la mémoire courte, on perd tout. Ça, c'est par cette occasion, je voudrais rendre hommage à ces grands messieurs qui ont contribué d'une façon très très positive à la promotion du don de sang, et ce sont eux même aussi qui étaient derrière la création de la fédération et de la journée nationale. Donc vous avez Chérifou Hadda, vous avez Rabbi Qaddour, Aïcha Rabbi Yahfadhou, Inch'Allah, c'est l'ancien président, et vous avez Ammar Saadoun, et vous avez Saleh Aktouf aussi, c'est des hospitaliers. Et timidement, moi je viens succéder à ces grands messieurs que je respecte énormément, et qui ont permis, et ils faisaient des collectes de sang. Dans le temps, il y avait une ordonnance, donc l'activité, c'était la fédération qui faisait fonction de l'agence nationale. Ils allaient sur Hassim Messoud pour ramener dans la base de Hassim Messoud, ils ramenaient régulièrement, ils envoyaient par avion du sang. Et c'était cette équipe-là qui organisait le travail, avec Anne Mehmed qui était à l'hôpital de Bni Msous, actuellement en retraite. Il me raconte ça, j'ai la chair de poule quand il me raconte ça, avec le peu de moyens, mais c'est des gens qui étaient vraiment engagés. Là, la fédération, comment on travaille? La fédération, comment on travaille? La promotion du don du sang. Il faut قال لك كيفاش القضيه الفلسطينيه رميها للشعب يتحملها كما الثوره الجزائريه. هذه قضيه تعتبر بالدم، رميها للشعب. كيفاش ترميها للشعب؟ باش on va pas rester cloisonné dans nos structures d'activité transfusionnelle, on va attendre le sang, les donneurs de sang. Il faut aller vers les donneurs de sang. Il faut aller vers les masses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser le semi-marathon des donneurs de sang avec la fédération d'athlétisme, qui a contribué d'une manière très positive avec nous. Et ce semi-marathon, il était international, de vigueur internationale, il était maghrébin après. Et voyez cet enthousiasme, voyez ce Amir Hamid, ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue, qui venait régulièrement assister à notre semi-marathon de la Fédération algérienne des donneurs de sang, à ce semi-marathon de Bouira, et vous voyez, c'était la fête, Amir Chérifou Hadda qui était ancien président, et là, vous voyez Baïbou qui de la Mauritanie qui venait partager l'expérience algérienne. Vous voyez les gens qui s'intéressaient, semi-marathon des donneurs de sang, il y avait aussi les sponsors, l'enthousiasme, la population qui attendait avec impatience l'arrivée des donneurs de sang. Et ça, c'est comment on honorait les donneurs de sang. Et voyez cette fête. Et ça, c'est honorer les anciens donneurs. Ça, c'est un membre fondateur qu'on a honoré avec... et ça, c'est l'équipe des centres de transfusion auquel je salue par rapport au travail qu'ils font. Et ça, c'est la fiche du semi-marathon qu'on a organisé 11 fois. Aussi, nous avons un partenaire, il faut aller vers les mosquées. Ça, c'est Surat al-Jama' al-Adam. Et ça, c'est les campagnes. Donc, nous avons un partenaire avec les affaires religieuses. Ça, c'est le bureau de la fédération. Ça, c'est les jeunes. Là, la dernière initiative qu'on avait prise, on est parti à Tizouzou. Nous avons créé un groupe de jeunes et qui sont maintenant au niveau de l'université. Nous avons un peu partout une activité au niveau des universités. Et là, on a lancé le groupe Tizouzou, bien que nous avons un comité des donneurs de jeunes, et actuellement son président, il préside le comité international des donneurs de sang à la FIOTS, et qui est Dr Touaria, résident en chirurgie cardiovasculaire. L'armée aussi, qui participe d'une main très très active en matière de contribution à l'alimentation de nos banques de sang. Himayya al-Madiniya aussi, c'est un partenaire très fiable. La Sûreté nationale qui font aussi des dons régulièrement 3 fois par an. Et ils le font d'une manière régulière et qui contribuent à la hauteur de 6%. C'est-à-dire sur 100 donneurs algériens, vous avez 6 pour aussi. Et c'est organisé à travers 3 collectes, le 30 mars, le 14 juin et aussi le 25 octobre.
Et je salue من هذا المنبر la Sûreté nationale, l'armée et aussi la protection civile pour leur contribution active. C'est pour assurer un approvisionnement régulier en matière de sang. Ça aussi, c'est ce qui تاع المساجد. هذا سي وسام تاع المسجد اللي يخدم مليح فيما يخص التبرع بالدم. Ça aussi, c'est une contribution de la Fédération algérienne des donneurs de sang. On a fait don de cet appareil, centrifugeuse de poche de foyer, à l'hôpital Mustapha, qui est neuf, qui nous a été donné par un Mohsin et qu'on a donné au CTL Mustapha. Ça, c'est l'Algérie. Nous, en tant que Fédération algérienne des donneurs de sang, il y avait l'ancien président de la FLOTS, et ça, c'est l'OMS, et on avait fait la demande d'organiser, d'habiliter la journée mondiale des donneurs de sang en Algérie. Ça a été célébré en Algérie. C'était quelque chose d'extraordinaire et que l'Algérie soit la Mecque des donneurs de sang le 14 juin de l'année 2023. Ça, c'est notre contribution avec l'OMS. C'est ces sociétés. Ça, c'est les activités une des activités de la flotte. Il y a les membres de notre délégations algériennes qui ont participé en Grèce, aussi en Grèce. Ça, c'est le docteur Touharia qui est président du comité de jeunes en Algérie. Il est secrétaire général aussi du comité de jeunes de la FIOTS qu'on a été pour la succession. Hein. Ça, c'est les médias. Ça, c'est notre participation, moi, en tant que président de la Fédération algérienne. Ça, c'est en Afrique aussi. Ça, c'est, on a organisé aussi l'année passée une randonnée pour médiatiser le don de sang. Et vous voyez, il y a eu beaucoup. Donc, c'est juste pour finir. Je voulais vous dire que ce sujet passionnant, qui est le don de sang, ça devient une priorité en matière de sécurité sanitaire. Et aussi une question de souveraineté nationale. L'Algérie doit aussi avoir des perspectives en matière d'activité transfusionnelle. Où sommes-nous parmi ces gens-là? Vous savez qu'actuellement, il y a une guerre entre les États, l'Europe et particulièrement les Américains, sur les dérivés du plasma. 67% des dérivés du plasma sont fournis par les États-Unis et le reste du monde. Donc, il y a une dépendance de tous les pays du monde, la plupart des États-Unis. Et la dernière fois, il y a eu quand il y avait Trump lors de son premier mandat, il avait décidé d'arrêter d'exporter ses produits vers l'Europe. Il y a une réunion d'urgence des conseils des ministres européens pour revoir la situation des dérivés du plasma en Europe et de ne plus dépendre des États-Unis. Maintenant, il y a des pays qui sont en train de se placer tels que l'Afrique du Sud, en Afrique, tels que aussi les Chinois qui étaient portés sur le don de sang rémunéré. Ils avaient des centres de collecte, maintenant ils reviennent au don de sang non rémunéré, volontaire, et parce que le risque infectieux, ils ont vu qu'il est très, très important. Mais de quoi on a peur en tant que fédération internationale? Nous, la chose qui nous fait peur, c'est que ce fractionnement, ce lobbying exercé par ces fractionneurs qui sont en train d'encourager le don de sang rémunéré, ils sont en train de se chercher une place en Afrique pour profiter de la misère et de la pauvreté des gens pour rendre monnayable le plasma et avoir plus de plasma, avoir plus de fractionnement, plus de produits, plus d'argent. Vous voyez ce contexte-là. Et nous, il y a une porte, une brèche qui a été ouverte la dernière fois. Je ne peux pas citer le pays. Il y a CLS. Non, pas CLS. Les Espagnols. Ils sont installés en Égypte. Mais ça reste vague. Est-ce qu'ils collectent le plasma et ils l'envoient ou est-ce qu'ils font le fractionnement en Égypte? Ça, je ne sais pas. Mais tout de même, ils vont essayer de tenter de monnayer le plasma. Ce n'est pas une bonne chose. On ouvre une porte à des fractionneurs privés en Afrique et ça va être une
brèche aussi pour les dons d'organes. Et c'est juste pour conclure, je dis que le don de sang devient une priorité de sécurité sanitaire et une question de souveraineté nationale, tout en veillant sur une éthique qui préserve la dignité humaine. Des lobbies exercent des pressions sur les institutions internationales pour leur permettre de rémunérer le don de sang et de ses dérivés, pour avoir plus de matières premières pour le fractionnement industriel. Rémunérer le sang est une porte ouverte à celle des organes pour aller vers une marchandisation des tissus humains qui vont se retrouver un jour sur les étalages des grandes surfaces. C'est de quoi on a peur en tant que fédération internationale des organisations de sang. Et le défi, il est très, 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 très grand. Je vous dis que, par exemple, nous, notre fédération, on est à 82 pays. Pourquoi? Parce que nous avons de la résistance. Il y a d'autres pays qui veulent le rémunérer. Il y a des lobbies et tout. Il y a des lobbies qui exercent de la pression sur le pays pour ne pas adhérer à la FEUT. Notre présence la dernière fois à Bruxelles, elle les a gênés. Et moi, je leur ai posé la question, je leur ai dit, quel est votre intérêt de vous retrouver dans une réunion qui parle de la nouvelle régulation, qui parle du don de sang volontaire et non rémunéré. Les enjeux sont majeurs, le défi, il est important, le chemin, il est lent pour préserver la dignité humaine et ce qui est recommandé par ديننا ومجتمعنا هو المحافظة عن القيم الإنسانية وذلك تنفيذا للتعليمات الإلهية السماوية وبالخصوص في الدين الإسلامي الذي يعني يقدر مكانة الدم يعني يقول له حتى في ومن أحيا كأنما أحيا الناس جميعا هذه مكانة والمكانة تاع كل المسلم على المسلم حرام يبدا دمه وعرقه وماله يبدا بالدم يعني باه تشوف المكانة التي يعطيها الإسلام والمجتمع الجزائري إلى الدم وقلت لكم حتى كون البعد الوطني احنا في المجتمع الجزائري يعني أنه عنده كمجتمع مسلم عنده البعد الديني وعنده البعد الوطني اللي هو عنده علاقة وطيدة باستقلال الجزائر والتضحيات الجسام وبهذه المناسبة أترحم على شهداء الثورة الجزائرية بمناسبة أول نوفمبر رحم الله شهدائنا الأبرار والتحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. Nous vous remercions, docteur, pour cette valeureuse communication. Et nous vous remercions aussi d'avoir accepté de faire cette communication au niveau de l'UNMAS. Donc, nous disons aux participants, s'ils ont des questions, ils n'ont qu'à poser les questions via le chat ou bien lever la main pour intervenir directement. Nous vous remercions. سمعت فيها دكتور؟ S'il y a des questions, moi je suis là. Non, vous m'avez entendu. C'est-à-dire que je viens oui, 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 je vous ai entendu. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur sur, sur le sang, particulièrement en Algérie? On peut vous donner notre expertise, mais pas technique. Ça, vous êtes mieux placé que moi. Mais les visions, ce qui se passe en Algérie, la réalité du terrain et les enjeux et ce qui nous attend en tant qu'Algériens en matière d'activité transfusionnelle qui représente la souveraineté de l'État algérien. Et je pense que nous avons des compétences, moi je vous le dis, je vérifie sur le terrain, qui ont la volonté de le faire. Et en cette occasion, nous demandons au pouvoir public aussi d'encourager ces compétences à, à contribuer d'une manière positive, à avoir une autonomie d'approvisionnement en matière de fractionnement. Ça, c'est un appel que je lance au pouvoir public. Il va falloir avoir une vision. Parce que là, j'ai vu en Afrique le Sénégal, l'Éthiopie, la Namibie qui travaillent avec l'Afrique du Sud. Et l'OMS elle a la volonté d'aider les pays émergents qui vont aller dans ce sens-là. C'est par rapport à ça. Le sang, le plasma, il est disponible des Algériens. Il va falloir l'utiliser et pas le jeter. هل من سؤال؟
Je voudrais parler avec les gens. Alors, la fédération, elle est présente actuellement. Donc, on a tout fait pour être présent au Sud parce que la, la- la- la réalité du Sud, c'est-à-dire que vous avez l'éloignement par rapport à l'éloignement. Donc, vous avez par exemple un centre qui est très loin d'un autre, par exemple Tamarras, Adarar et tout ça. Donc, il a une particularité. Donc, et puis la faible population, ils n'ont pas assez de donneurs de sang. Donc, la fédération, nous activons dans le sens de travailler avec la promotion du don de sang au sud. Et nous avons actuellement avec nous dans la fédération Adrar, Tamarrast, Ain Saleh, Béchar, Ouargla, Gardaya, Loued. Ils ont tous adhéré. Et c'est juste parce que la tâche elle est plus difficile. Vous allez d'un centre à un centre, vous faire une collecte, il va falloir vous déplacer sur 250, 300 km. Ils ont beaucoup de contraintes. C'est pour cela qu'on parle de centralisation. Si nous avons un serveur national, quand il y a une centralisation, avec des données réelles au momentané, c'est-à-dire qu'on a une gestion et là, ça nous permet de faire un échange entre les centres. Si vous avez plus de sang à Tizi Ouzou, vous pouvez l'envoyer à Tamaras. Si vous avez plus de sang à Oran, on peut l'envoyer à Alouette. Si nous avons plus de sang à Alouette, on peut l'envoyer à Alger, pourquoi pas. Donc, il faut cette concertation, parce que là, 261 structures qui travaillent d'une manière indépendante, il n'y a pas cette coordination. Mais quand vous avez une centralisation, là, vous avez une idée de ce qui se passe sur tout le territoire national, même en matière d'hémovigilance, vous pouvez surveiller de votre bureau les frigos, la température, l'humidité, et toutes les données, les poches qui vont être périmées, ce qu'on doit incinérer, qui va être contrôlé. Donc vous avez une gestion rationnelle du sang. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur cette centralisation réelle. Parce que c'est vrai que sur le plan administratif, nous avons une agence, tout le monde le sait, mais on ne lui a pas encore donné ces outils réglementaires pour pouvoir contrôler. Et, il faut avoir un serveur. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il travaillait avec serveur, et puis j'ai dit comment que vous avez vu ça? Il m'a dit que c'est l'OMS, et quand c'est l'OMS qui les a aidés à avoir du serveur national. Là, il y a Mustapha actuellement, le CTS, qui a un serveur, mais qui est à titre local. Nous, on voudrait que ce soit d'ampleur nationale, c'est-à-dire au niveau de l'agence, on a un serveur national qui nous permet d'avoir autant T la réalité des situations des banques de l'activité transnationale. C'est une chose très, très importante. Mais maintenant, avec 261 structures, par moment, il y a des gens qui se vantent de ça, mais moi, non, non, moi, je ne me vante pas de ça. Si on a 268 structures qui travaillent d'une manière indépendante, non, on peut avoir 261 structures parmi les PTS, les CTS, c'est bon. Mais les plateformes de validation et de qualification, il ne faut pas qu'elles soient pas nombreuses pour pouvoir avoir une bonne immobilisation, une sécurité transfusionnelle. Donc la centralisation, c'est pas une centralisation, mais riche qui une bureaucratie. Non, une centralisation de gestion pour rationalisation et sécurité transfusionnelle. C'est ça le but de la centralisation. Là, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont en train de m'écouter et par moment, ils se trouvent travailler وحدهم, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interconnexion mais les autres centres, chacun il fait ses collectes وحده, chacun travaille avec ses moyens. Si on va recenser le nombre de centrifugeuses en panne à l'échelle nationale, et le matériel qui est en panne. Donc, nous, on peut concentrer nos moyens, au lieu d'acheter 261 centrifugeuses, on peut les concentrer dans un centre et rentabiliser sur le plan humain, sur le plan, et à plus de sécurité transfusionnelle. Mais tout un circuit, tout un travail. L'Algérie, elle est partie dans ce sens-là. Nous avons un décret. Si on va l'exécuter à 100%, on va être parmi les meilleurs pays africains sans aucun problème et on va aller dans le sens positif. Mais il va falloir l'exécuter et donner l'outillage réglementaire pour pouvoir travailler. Donc, vous voyez, les gens qui travaillent, par moment, ils sont rattachés, ils ne savent pas, ils ont des instructions de l'ANS, par moment, ils sont rattachés aux hôpitaux. Donc, cette amalgame qu'on pourrait dissiper si on a la volonté de le faire,
Et ça, moi, j'ai toujours, en tant que membre du conseil d'administration de l'Agence nationale du sang, on a toujours plaidé pour l'exécution de ce fameux décret qu'on n'arrive pas à voir et qui peut freiner les choses. Je ne dis pas, nous avons beaucoup, j'ai eu l'occasion de voir ailleurs. On a mis beaucoup de moyens. Quand vous avez 261 une structure, 260 médecins, si ce n'est pas le double, ça dépend des structures. Il y a des centres qui font moins de 7 donneurs par jour. Il y a des centres qui ne sont pas rentables du tout, qui ne font pas de donneurs de... Quel est l'intérêt d'avoir des centres qui n'ont pas de donneurs de sang? Il y a une étude qui a été lancée par l'Agence nationale du sang la dernière fois, une étude qui a montré ce problème-là et qu'il y a des centres qui ne sont plus rentables. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 7 donneurs. Et ça, c'est... Donc, il va falloir revoir les choses, reconcentrer et, Inch'Allah, faire quelque chose. Sur le plan réglementaire, on a tous les moyens. Sur le plan matériel, je sais qu'on a. C'est une question de gestion. Anna, je vous pose une question. Vous, les utilisateurs de sang, de qui vous dépendez? De la DSP, de votre hôpital ou de l'Agence nationale du sang? Ça, vous posez la question, c'est la question que je me pose actuellement. Donc, il suffit d'une volonté, et là, nous avons toujours exprimé notre volonté au pouvoir public d'agir le plus tôt possible pour l'exécution de ce décret qui va aider énormément l'Algérie à aller dans le sens positif de l'activité de transfusion. Docteur, Madame, vous avez une question au niveau du chat conversation. oui, En bas, vous avez chat. Il y a oh, un mais, bouton. oui, Vous oui, cliquez, oui. vous allez avoir les questions écrites. Oui, j'ai vu, oui. Alors, bonjour, tout le Mara, monde. vous faites défiler vers le haut Oui, et vers le oui. bas. Bonjour, c'est WH Oran. En bas. Si vous avez des questions, vous avez posé ça. Là, c'est nous qui l'avons écrit. Je suis en train de voir. الماسكارا ميرسي با دو هل يستطيع العامل في مصلحة قدم أن يخرج من مصلحة لجلب الصفائح الدموية من مستوى آخر؟ هل يستطيع العامل في مصلحة حقن الدم أن يخرج من مصلحة لجلب الصفائح الدموية؟ Non, ça c'est une question de réglementation. Ça demande des conditions, l'agitation permanente et tout ça. Donc le problème de gestion des plaquettes, il a sa propre réglementation. Et دونك هنايا لا كيسيون هل يستطيع العمل في مصلحه حقن الدم ان يخرج من المصلحه لجلب الصفائح الدمويه من مستشفى اخر. Il faut voir la réglementation de la gestion des plaquettes, elle est un peu délicate par rapport à en conditions de transport. Si vous avez les conditions de transport, c'est la seule question, C'est la seule pour le moment. la seule pour le moment. Donc, si Houma, ils n'ont pas de questions, c'est une bonne occasion. Houma, ils pouvaient nous faire profiter pour partager leur expérience. Ça, je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette opportunité pour parler d'une manière terre à terre sur la situation et l'avenir du don de sang en Algérie. Vous contribuez d'une manière positive parce que là, je sais qu'il y a beaucoup du personnel des CTS qui sont confrontés régulièrement à des problèmes et que nous, on peut les soulever au pouvoir public et pour régler ce genre de situation. J'aurais aimé qu'ils posent des questions qui nous disent les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour des critiques négatives, non. On dit que l'État algérien a beaucoup travaillé dans ce sens-là. On parle seulement d'organisation. C'est une question d'organisation. Et pour le Vous moment, avez d'autres, docteur, madame, vous avez d'autres questions juste après. oui, Chat oui, toujours. oui. Yes. Oui, passons. Y a-t-il des démarches de numérisation et de centralisation de sang en Algérie?
Écoutez, y a-t-il des démarches de numérisation et de centralisation du don de sang en Algérie? C'est l'une des priorités de l'État algérien pour la numérisation. Mais quel type de numérisation? La numérisation, c'est pas aller dans le sens de numéroter les bons d'attente, c'est la numération réelle. C'est-à-dire que pour le don de sang, vous devriez avoir un serveur central qui va vous permettre d'avoir une idée sur toutes les conditions de travail en matière d'hémovigilance, de sécurité transfusionnelle, tout ça. Et en matière de rationalisation, si vous avez donc une relation entre les différentes structures de transfusion à l'échelle nationale pour coopérer, s'entraider et pour ne pas arriver à incinérer le sang des Algériens. C'est-à-dire, si je vais avoir du sang qui va se périmer d'ici quelques jours, je peux l'envoyer dans une structure qui exprime ses besoins. Et là, je vous ai dit que pour une centralisation, pour une numérisation, il faut qualifier le terrain. Et pour le moment, toute réalité, c'est-à-dire, c'est la bonne pratique quotidienne au niveau des structures. Elle n'est pas encore validée. Parce qu'il y a des experts qui sont passés au niveau des structures, qui ont travaillé avec l'OMS. Donc le terrain, il n'est pas encore validé pour instaurer un système réel de centralisation et de numérisation. Vous voyez, je ne parle pas de numérisation, le numéro le mari, je parle de la numérisation réelle, de l'hémovigilance, de la sécurité transfusionnelle, de la rationalisation, de la coordination, et tout ça. Donc, il va falloir, voyez, pour valider, pour les certifications, même, par exemple, si on a des ambitions internationales, il faut certifier le sang. Et pour la certification ISO, les différentes certifications qui m'a pour le CTS de Mustapha, je sais qu'il a eu plus de 4 certifications. C'est pas aussi facile de les avoir. C'est-à-dire, il va avoir toutes les conditions réelles, hein, sur le plan hémovigilance, sécurité transfusionnelle, data, tout pour avoir cette certification, pour que vos centres soient certifiés. Et là, donc, il va falloir expertiser les terrains, et c'est une chose qui est très, très difficile. Mais avec la volonté, on peut aller. Parce que si on veut passer à la politique de fractionnement du plasma, il va falloir expertiser les terrains et avoir les bonnes pratiques et le valider pour passer, parce que le fractionnement, il y a plus de rigueur en matière de fractionnement. Hein. Ah oui, c'est une rigueur. Donc, on ne peut pas aller vers un fractionnement sans avoir une certification. Et on ne peut pas avoir une certification si vous n'avez pas une centralisation et une numérisation. C'est pas pour décourager, mais je sais que, Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, donc, on va essayer de travailler. Est-ce que les cliniques privées peuvent prélever les donneurs de sang préparés pour ça, c'est une question terre à terre qui reste entre nous, personnel de la santé. Je vous le dis carrément, on en a fait des écrits dans ce sens-là. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, le représentant exclusif du sang de l'État algérien, c'est l'Agence nationale du sang. Il se trouve actuellement, on a eu des écrits, on a eu des doléances, qu'il y a des cliniques privées où se font la collecte de sang. Donc, que nous considérons comme des centres de collecte clandestins, qui nous sont soumis à aucun contrôle, à aucune réglementation. Avec quel type de moyens de travail, avec quels sont, et le contrôle de qualité, est-ce qu'il est qualifié? Parce que là, pour ouvrir un centre de transfusion sanguine, et l'équipe de l'agence qui vient avec ses experts, ils voient la superficie, le matériel, les moyens humains. Et là, les cliniques qui sont en train de faire des collectes de sang, oui, on a des écrits, on a des preuves, comme quoi ils viennent, ils font des dons de sang au niveau de la clinique pour ne pas passer par des hôpitaux, pour d'autres considérations. Ça, c'est un fait très, très grave, et on a fait des écrits dans ce sens-là, et j'espère que par acquis de conscience, ces gens-là qui sont en train de faire ça, cela, ont-ils ce courage de faire du sang d'un Algérien qui donne à titre gratuit et de le monnayer? Ça, c'est, je dirais, ceux qui font ça là, c'est très très malhonnête de leur part. Et c'est une très bonne question. Nous, on ne veut pas parler au niveau de la presse, parce que là, si vous avez ce problème-là, au niveau de la presse, demain, ça va être un scandale, les Algériens ne vont pas donner. On a vécu cette expérience quand on a parlé du sang des Algériens traverse les frontières. Après, par la suite, on a eu un coup, quelques jours après, moins de donneurs de sang. On a eu aussi dans le passé une histoire dans ce sens-là.
On a dit que le sang des Algériens part à l'étranger. Donc là, on ne peut pas le dire. Mais on est en train d'agir dans ce sens-là pour sensibiliser les pouvoirs publics par rapport à ces pratiques très malhonnêtes, je dirais. Comment vous avez une clinique privée et vous faites la collecte de sang? Pourquoi? Pour ne pas avoir la convention d'hôpital, pour ne pas payer les 4000 dinars symboliques, parce que le prix devient largement plus cher. Et pour le contrôler avec les bandelettes de sang, parce que nous, le contrôle, il se fait avec des moyens de qualité contrôlés. On fait les LISA, on fait le MEIA, on fait différents types de... Là, ils achètent les bandelettes, ils contrôlent, s'ils le contrôlent. Et est-ce qu'il y a une qualification? Il faut qu'il y ait le médecin du don, il faut qu'il y ait le médecin du don. Est-ce que ils ont un médecin spécialiste dans la qualification le donneur? Ils n'ont pas ça. Est-ce qu'ils ont des techniciens pour qualifier? Est-ce qu'ils ont un biologiste pour qualifier ça? Ils n'ont pas. Ça, c'est une clochardisation et ça, c'est un fait grave. Et moi, j'attire l'attention. Ceux qui voient ça, ces pratiques, كيفاش المواطن الجزائري يجي يتبرع لك بالدم تاعو نتايا تروح تستعملوا باه تبيعوا parce que eux ils vont comptabiliser tous les malades. Il y a eu des cliniques qui ont comptabilisé مليون و200 مليون و500 ولا راه دي معليش عندك كما الانستيزيست تاعك عطيله 1000 دينار عندك ترانسفيزور تاعك 1000 دينار بصح مليون و300 لواش انت راك تخلص 400 هذا ذاك تدي المريض مليون تبيع. انا ما نقولش je ne parle plus d'activité transfert, je parle de vente de sang. Vous vendez, j'ai eu l'occasion de parler à un chirurgien, j'ai dit écoutez, vous êtes en train, il m'a dit non, j'ai dit que vous êtes en train de vendre le sang de l'Algérien. Et ça الناس اللي تخدم مراكز قال لك ساكن je m'excuse, s'appelle كشيطان اخرس يعني الانسان اللي يشوف البطل ما يهدرش عليه. Quand vous voyez des choses là, il faut les signaler. C'est pas ماشي on n'est pas dans le sens تاع البيع. كيفاش واحد يبيع في الدم تاع الجزائر ونقول لك انا مانيش بيع؟ ماشي بيور. C'est un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte. Comment les gens osent? Et ça se fait. شوفوا à un certain moment الناس كانت شويه اللي في en cachette. Maintenant ils le font. Ils le font. Nous en tant que fédération, on a fait notre devoir, on a fait un écrit. هل من مهام البيولوجي العامل في مصلحة حقن الدم يجيب الدم من المستشفى لفائدة مصلحة المستشفى؟ نو شوف هذه انت لك عامل في مصلحة واسمو il y a une législation qui gère le sang et parmi cette réglementation il y a le transfert. Le transfert, il peut se faire d'une structure hospitalière à une structure hospitalière, avec une ambulance, hygiène infirmier, avec une décharge et tout ça, la traçabilité. Ça se fait, la coordination entre hôpitaux, mais elle se fait d'une manière réglementaire. Et pour la qualification biologique du sang, les terrains travaillent avec les moyens de bord, avec une qualification basique, groupage, ABO, RSE, ils enregistrent seulement ce qui concerne un suivi immunohématologique, des réservoirs et surtout les produits transfusés. Et les femmes enceintes, cela par le manque de moyens. C'est pour ça que je vous ai dit que la centralisation. Mais si par exemple nous avions des plateformes, 5 plateformes importantes à lesquelles on donne les moyens, j'espère que je ne suis pas il me reste 5 minutes, à lesquelles on donne les moyens, on va rationner. تولي تبعث الدم تاعك وتقول له كاليفري يدير لك لو ريزيست يدير لك ليستو جروب يدير لك فينوتيب يدير لك كلشي. مي حنايا كي تلقى 261 وحده تحب دير لو فينوتيباج. يا ولد الجزائر كي تستعمل كي تجيب لو سيستيم دو جروب تاع لو فينوتيب هذا الكل تاع العالم ما تكفيش. On peut pas. Il faut rationner. C'est pour ça que je vous ai dit. Si, au lieu d'utiliser, par exemple, les affaires, vous cassez toute l'affaire, c'est une bonne chose. Les centrifugeuses de poche de sang, les matériels, je suis en train de voir du matériel important à coût de milliards qu'on équipe les CTS, mais ils qualifient un donneur par jour. وعلى ما تبعثوش CHU هذاك ولا. قلت لكم c'est une question de gestion. La question qui m'a été posée, alors je sais pas, TGG de Manfemche, et pour la qualification biologique, bien sûr, on a beau ramener les réactifs. Comme tu vois, on a beau ramener le réactif, ما يكفيش. نقول لك علاه باسكو ان غاسبياج. يفتح لو كيت تاعو يخدم الاخر يتبيليميلو. ما عندكمش كوباركو، عندكم سيستيم دابارياج qu'on doit utiliser minimum parce qu'il y a la calibration, il y a le contrôle de qualité. Pour un malade, il va perdre 10 tests. C'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir l'OMS,
L'OMS, je respecte énormément parce que j'ai l'expérience. Je les ai contredits par rapport à ce qui se passe en Algérie. Deluli, l'OMS ne se trompe pas, allez voir en Algérie. Et j'ai trouvé qu'ils avaient raison. Les experts de l'OMS, chauffe, ils ont leur mouchard partout. Et ils donnent la réalité du terrain. Donc c'est pour ça que l'OMS se recommande dans les centralisations. Tant qu'on n'a pas une centralisation, on ne peut pas régler les problèmes de ces problèmes-là, qui m'ont été posés, l'immunohématologie, le versatile pour le transfuser. انت عندك un pour le transfuser, تبعث لي الدم تاعو avec un moyen de transport, يروح le centre de qualification, يبعث لك كاع les résultats. On veut 261 centres qui vont faire le phénotypage. يخدم واحد يروح بطه تاع 20 millions. Non, ça se fait pas. Non. Tant qu'on n'est pas un système de centralisation, on ne peut rien faire. Ou mais les CHU. Même les CHU doivent envoyer selon l'organigramme à une plateforme. C'est pas parce que. Mais les plateformes, ils travaillent à un rythme soutenu, industriel, et puis même en matière de négociation des prix avec les fournisseurs internationaux, ils ont des prix privilégiés parce qu'ils commandent 100 000. Donc, mais quand vous avez des plateformes et quand vous commandez, vous avez à négocier avec les fournisseurs pour ça. Donc, rationner la centralisation. Encourager le don de sang. Maintenant, il est recommandé le don de sang volontaire rémunéré et la centralisation aussi. Donc, j'ai dû cela par manque de moyens et d'experts. Non, c'est pas par manque de moyens et d'experts. Wallah, nous avons des bons professeurs, nous avons de bons techniciens, nous avons de bons médecins, nous avons des donneurs, les donneurs Kaini, c'est pas ce qui manque. Wallah, c'est pas ce qui manque. Vous faites un appel, demain vous avez, il faut le canaliser. Il faut savoir les utiliser. On n'utilise pas les moyens humains. Mais on peut pas, avec cette politique-là, on ne peut pas subvenir aux besoins de ces centres qui travaillent d'une manière, je le dirais, terre à terre, d'une manière erronée et anarchique. Parce que eux, ils ne sont pas soumis à ce contrôle, à cette assistance. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est vrai qu'on ne fait pas le phénotype pour tous les donneurs. Oui, la question à laquelle j'ai répondu. Donc, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Et avec le temps, les pôles transfusés. Donc, après, par la suite, ils vont poser des problèmes. Donc, merci pour vos questions. Et je pense que vous avez compris l'enjeu. Sans centralisation, sans l'exécution du décret 2009, sans donner plus de pouvoir à l'agence, est-ce que vous trouvez normal que l'agence, c'est le président exclusif, c'est un établissement public, après l'activité, vous dépendez de l'hôpital, rattaché à l'activité, je pense qu'il y a un décret dans ce sens, pas un décret, un arrêté qui rattache l'activité transfusionnelle aux hôpitaux. Et quel est le rôle de l'agence dans tout ça? L'agence, elle m'envoie des recommandations. Elle m'envoie des recommandations de sécurité transfusionnelle et l'hémogénose. Je ne peux pas l'exécuter parce que le financement est fait par le directeur. Le directeur, il n'est pas moment coincé, il n'a pas assez d'argent. Vous voyez cette concerne. Il faut une autonomie. Il faut centraliser. Et l'Algérie, elle a tout l'outillage réglementaire pour le faire. Pas s'embarquer à l'exécution. Aidez-nous à le faire. Et entre autres, mes chers amis, mes chers concitoyens, quand vous voyez des pratiques illégales, c'est pas l'Algérien qui vient donner dans le sang et d'autres malhonnêtes qui le vendent. Ils ne le donnent pas. Je ne parle pas de transfusion. Là, il a vendu le sang à un malade. Faites signe ça. ماشي بيعة. هذا الحس الوطني. هذا c'est le nationalisme. Parce que on peut gagner l'argent autrement. Il gagne suffisamment d'argent autrement que de vendre le sang de l'Algérien. C'est un fait très, très grave. Et les structures sanitaires qui ont, ils peuvent envoyer ça à l'agence ou à la Fédération algérienne de non-sang et nous, on alerte les pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense que moi, j'ai commencé à 30 et j'ai fini à midi. Avec ça, docteur, je pense que vous avez très très bien respecté le timing. Nous vous remercions encore une fois pour avoir accepté de faire cette communication. Donc, vous pouvez, je ne sais pas si vous voulez attendre ou conclure. Je pense qu'il est midi. Oui. Moi, je suis très à cheval sur le temps.
Eh bien, très bien, Euh, vous pouvez euh, conclure. donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je Non, non, pourrais conclure. pas pour le moment. Euh, je remercie infiniment l'ELMAS de m'avoir donné cette opportunité pour parler de ce sujet épineux et qui représente aussi l'avenir de nos malades et aussi l'autonomie et l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai, on a libéré le pays, mais aussi, on doit le libérer de cette technologie. On doit avoir notre autonomie scientifique, autonomie technologique. Nous avons des scientifiques qui sont à la hauteur. Nous avons des compétences. Il reste à agir. Donc, le jour où on dira qu'on a acquis notre indépendance, il y a ceux qui nous ont précédés, ils ont fait leur devoir, ils ont sacrifié leur vie pour ça. Nous, ce qui nous reste, c'est la continuité, c'est d'avoir aussi notre liberté. Comment? On attend pour acheter l'albumine. Jusqu'à quand on va acheter l'albumine? Jusqu'à quand on va acheter nos immunoglobulines? Jusqu'à quand on va acheter nos facteurs de coagulation? C'est vrai que c'est des investissements lourds, ça demande la technologie, mais nos compétences, nos moyens peuvent nous mettre à l'horizon pour avoir ces ambitions-là. Donc, tous unis, il faut impliquer. C'est pour conclure aussi. L'absence aussi de ces sommités algériennes. Je me déplace. J'étais à la Société africaine Ouganda, j'étais en Asie, j'étais en Europe, j'étais aussi pour la communauté européenne en matière d'activité sanguine. Je vois la présence d'autres pays africains, mais nos scientifiques, ces derniers temps, on ne les voit pas. Et on me pose la question, pourquoi? Pourquoi cette absence de notre élite en matière d'activité transfusionnelle? On est absent de la Société africaine du transfusion sanguine, absent de la Société africaine des maladies immunologiques, absent de la Société arabe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous Algériens ne s'intéressent pas à ces choses-là? Et je vous dis une chose, qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, je suis médecin biologiste, c'est vrai. J'ai terminé, j'ai eu mon DMS en 93, et j'ai appris des choses. Mais dans mon cursus, dans cet élan, depuis que j'ai commencé à Bouira comme président de l'association, après j'ai adhéré à la Fédération algérienne et je me trouve président de la Fédération algérienne. Après, j'ai occupé le poste de secrétaire général pendant 8 ans de la Fédération internationale, après président. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris 80% comme ce que j'ai appris maintenant, je l'ai dans la vie pratique. Donc, pourquoi nos experts ne se déplacent pas? Je ne les vois pas. Et je leur ai dit, pourquoi on ne vous voit pas? Je les ai vus en tant que participants, pas en tant que communicants. Moi, en tant que président, je n'ai pas froid aux yeux. Je participe et je donne les communications. Et même je suis confronté à des imminents, mais je donne, je me prépare et c'est comme ça qu'on a appris. Malheureusement, moi je fais appel à nos compétences scientifiques. Vous êtes là, vous êtes une compétence, ne vous négligez pas. On connaît vos valeurs. Participez aux manifestations internationales. C'est grâce aux manifestations internationales que vous allez avoir une vision lointaine sur l'avenir du pays. Si on va être dans notre pays cloîtré entre les quatre murs, on verra rien de ce qui se passe ailleurs et on n'aura plus d'ambition et on ne saura pas se situer. C'est par rapport à ça que je dis, si on veut aller au-devant, si on veut, il y a des lobbies, il y a des gens qui sont placés à l'OMS. Moi, j'ai vu maintenant. ISBT, il y a des pays qui ont leur lobby. La Fédération, il y a des pays qui ont leur lobby. L'OMS, il y a des gens qui ont leur lobby. Et nous, en tant qu'Algériens, où sont nos lobbies? Il faut aller. Nos scientifiques, allez-y, sortez. Et c'est grâce à vos communications, à votre apparence, et qu'on vous remarque. Et quand on vous remarque, on vous fait confiance. Maintenant, moi, tout au début en africain, ils avaient un petit peu, ils se disaient que maintenant, je contribue d'une manière active avec l'ISBT, avec la coalition internationale, avec l'OMS qui prend notre avis et pour la promulgation de la journée mondiale, pour le slogan, j'ai participé de manière active et quand il y a des questions sur le don de sang, je suis sollicité pour donner notre avis et j'ai contribué d'une manière active à l'élaboration du programme 26 ans de l'OMS et j'ai écrit la lettre au directeur général de l'OMS et on m'a répondu et on m'a pris. Parce que là, j'ai cru à quelque chose. Je ne me méprise pas en tant qu'Algérien. Il faut se dire que vous avez les compétences intellectuelles. Il va falloir les faire valoir. Et c'est tout. Et c'est comme ça qu'on va construire un pays. C'est pas de l'intérieur, c'est de l'extérieur qu'on pourra avoir une vision. Et vous allez voir
d'autres comment ils font pour leur pays. Je ne doute pas de nationalisme de chacun de nous, mais je dis qu'on doit faire des efforts, les scientifiques, nos scientifiques, je me base, nos experts, allez-y ailleurs, voyez comment ils travaillent, et c'est cette expertise qui va nous aider à valider le terrain du sang de sang en Algérie qui souffre de beaucoup de points négatifs et que ne pourra qualifier que quand on aura des experts qui vont travailler sur le terrain. Et encore une fois, je vous remercie pour votre attention, ceux qui nous ont suivis, et euh, aussi l'ENMAS, parce que là, c'est à travers des amis qui travaillent activement en matière de formation. Je suis par moments les interventions et ça fait partie de leur politique et de leur ligne directrice, c'est de continuer à apprendre. Et c'est en apprenant qu'on va évoluer. Et merci. Et nous vous remercions, docteur. La prochaine fois, Inch'Allah, espérons qu'il y aurait d'autres Inch'Allah. interventions Merci. de ce genre. Merci. 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 Recording stopped.